Bonsoir chez vous, bienvenue chez nous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui à cette émission Rendez-vous au sommet. C'est toujours un plaisir. On est content de savoir que vous avez passé une semaine agréable. Mais on est là pour une nouvelle édition de votre émission. Bien sûr, ce sera un nouveau invité et pas n'importe lequel. On aura à vous le présenter dans très peu de temps. Alors, d'ici là, c'est Jackson Germain et Déa. Bonsoir Déa, c'est toujours un plaisir de partager le micro avec toi. Bonsoir Jackson, bonsoir, c'est un plaisir aussi. Bonsoir à tout le monde qui nous écoute. Bienvenue à Rendez-vous au sommet, le rendez-vous où on rencontre des gens de qui on apprend et on aime ça. Vous savez que moi, je suis curieuse, donc j'ai posé des questions et puis j'espère que ce sont les mêmes questions que vous avez en tête parce que moi, je suis déjà toute excitée à l'idée de cette interview. Donc, Déa, c'est le porte-parole du public. Donc, c'est ça. Alors, merci encore une fois. Merci pour vos messages, vos remarques, vos partages, vos likes. C'est toujours un plaisir. Et déjà, vous savez, le travail qu'on fait, c'est rien que pour vous. C'est notre façon de participer à impacter cette communauté, disons, à faire en sorte qu'on arrive à prendre notre place, à gagner notre place, à mériter, si vous voulez, notre place. Alors, aujourd'hui, à l'émission d'hier, on reçoit Robert Philomé, ou Philomé Robert, disons mieux, journaliste, romancier. Je rappelle qu'il a un parcours assez inspirant. C'est un modèle, comme j'aime le dire, c'est un idéal type pour les journalistes haïtiens particulièrement. C'est l'un des rares journalistes haïtiens qui a pu trouver une place assez extraordinaire et importante dans les médias en France. Alors, on va dire bonsoir Robert, c'est un plaisir, un honneur de t'avoir avec nous à Rendez-vous au sommet. Bonsoir Jackson, bonsoir à toi Déa. Si tu permets que je te tue. Mais oui, tutoie-moi s'il te plaît. Et merci beaucoup pour l'accueil que vous me faites. Je suis touché, je suis ému et impressionné aussi du travail que vous faites. Je vous en félicite déjà, comme ça c'est fait. Et peut-être que je le referai encore au cours du programme dans lequel vous m'invitez. Je suis très content d'être ici au Canada, d'être à Montréal et je suis ravi de pouvoir participer à cette émission, de répondre à vos questions et même répondre à des questions que vous ne me poserez pas, mais bon, ça c'est autre chose. Je suis vraiment content et je dis bonjour à tous ceux qui suivent ce programme et je dis bonjour à tous ceux qui aiment, qui écoutent Rendez-vous au sommet. C'est un plaisir vraiment d'être là. Excellent. Alors, Robert Philomé, je rappelle, il est journaliste. Je dis ça tantôt. Il a commencé à Radio Vision 2000 dans les années 1996. Il a laissé le pays dans des circonstances qu'il va nous expliquer, bien sûr. Et il a travaillé pendant un certain temps à RFI, Radio France Internationale. Il a aussi travaillé présentement, il est présentateur il est matinalier, alors matinalier, comme on dit, à France 24, où il présente les infos. France 24, je rappelle, c'est une chaîne d'information en continu. Et puis aussi, Robert est juriste. Il est diplômé de la faculté de linguistique appliquée également. Il a fait les deux facultés en même temps, à savoir la faculté de droit de l'Université d'État d'Haïti et également la faculté de linguistique appliquée. Il a aussi étudié en France, à France Po, évidemment. Donc, Robert, vous avez laissé Haïti dans les années 2000, disons. Je me rappelle, c'était 17 décembre. Explique-nous, dis-nous, dans quelles circonstances que vous avez laissé le pays, justement? Alors, ça va être compliqué de tout résumer. Déjà, merci pour cette biographie qui résume assez ce que j'ai déjà fait un peu, souvent même par beaucoup de coups de chance, mais en même temps, je suis quelqu'un qui croit au travail. Et au travail bien fait. Et tu as dit que j'étais matinalier. Effectivement, je me réveille à 2h ou 3h du matin pour être à l'antenne à 6h et avoir soit des journaux de 15 minutes quand on est en grille allégée ou des tranches d'information de 3 heures où il faut tenir l'antenne en tant qu'homme-tronc, comme on dit dans l'ancien jargon de la télévision. Et tu as rappelé également le parcours à la radio. Quand j'étais à Radio Vision 2000, j'étais aussi matinalier. Je faisais le journal du matin, Infovision. Et dans le journal du matin, j'animais cette fameuse rubrique Invité du jour que Donald Jean animait, que moi j'ai reprise et que après moi, Valérie Numa a reprise. Et c'est un programme qui existe encore aujourd'hui. J'en suis très content. Ça va faire 30 ans maintenant. Et c'est quand même extraordinaire. Alors,
Et je disais tout à l'heure que ça allait être compliqué de résumer cette histoire pour une raison simple, c'est parce que je l'ai raconté dans un livre que j'ai publié en 2012 qui s'intitule Exil au crépuscule. C'est une coédition RFI et ce livre a été réédité en Haïti par Henri Deschamps. Et il est toujours disponible, je crois, en librairie ou peut-être sur Amazon et tout ça. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que moi, je suis parti travailler un matin, le 17 décembre 2001, et je ne suis pas rentré chez moi. Parce que l'exil a croisé ma route et vice-versa. J'ai été victime d'une tentative d'assassinat dans les rues de Port-au-Prince le 17 décembre. Là, en compagnie d'un camarade de regretté mémoire, Fares Duvernay. Et on a trouvé refuge à l'ambassade de France. Et après 10 jours passés à l'ambassade, nous avons été exfiltrés pour certains aux États-Unis et moi en France. Et donc, je suis parti travailler un matin, je suis pas rentré chez moi, j'ai atterri en France 10 jours plus tard. Et ça, je le raconte dans Exil au crépuscule. En somme, ce qui m'est arrivé, et c'est aussi arrivé à pas mal de confrères et de consoeurs, c'est qu'à l'époque, on avait un pouvoir, celui de Jean-Bertrand Aristide, pour ne pas le nommer, qui avait décrété la mort de la presse indépendante. C'était en quelle année encore, Robert? Alors, c'était son deuxième mandat. C'était sous son soi-disant deuxième mandat. Non. Tu as dit tout à l'heure que je n'aimais pas les polémiques. Effectivement, je n'aime pas les polémiques inutiles. Je les trouve même contre-productives. Je dis soi-disant pour la simple et bonne raison que, contrairement à ce que beaucoup racontent, ce que racontent les Lavalassiens eux-mêmes, cette histoire de deuxième mandat du président Aristide participait ni plus ni moins que d'une vaste plaisanterie. C'était encore un coup porté au processus de démocratie en Haïti, qui à l'époque était chancelant et aujourd'hui qui est en arrêt de mort de mort cérébrale, parce que Haïti aujourd'hui c'est un pays qui compte 0 élu, et ni à l'échelle locale ni à l'échelle nationale, 0 élu tout court d'ailleurs, et le processus démocratique en Haïti est au point mort. Pas. Ça n'existe voilà. pas. Donc à l'époque, le pouvoir du président Aristide, issu de ces élections contestées du 21 mai 2000, d'où découleront les élections présidentielles du 28 novembre 2000, eh bien, ce pouvoir-là avait décrété que tout un chacun qui questionnait, interrogeait ce processus, ce à quoi il avait abouti, à savoir un parlement monochrome, 27 sénateurs Lavalas, 82 députés Lavalas, et ceux qui étaient réputés indépendants, c'était des Lavalas cachés. Et alors que, petite parenthèse, le pouvoir de Jean-Bertrand Aristide n'était pas obligé de truquer les élections pour gagner. Il allait les gagner, mais pas à 100%. Et donc, de ces élections contestées du 21 mai 2000, il y a eu un processus d'une grande violence qui a abouti à l'élection présidentielle du 28 novembre 2000. Et M. Aristide était candidat aux côtés de deux illustres inconnus, Jean-Arnold Dumas, pasteur de son État, et du valériste notoire, M. Evans Nicolas. Et à l'arrivée, Jean-Bertrand Aristide a gagné les élections du 28 novembre 2000 avec 82% des voix. Et à partir de ce moment-là, ce qui était déjà corrompu à partir du 21 mai 2000 l'a été encore plus après cette élection présidentielle. On s'est retrouvé complètement englué dans une crise politique multiple et le pays n'en est pas sorti. Et pour pouvoir répondre à ça, le gouvernement de M. Aristide et consorts a répondu par la violence. Et une violence qui a ciblé la presse, particulièrement la presse indépendante. Exact. Et j'ai fait partie des victimes de cette violence-là lancée par le pouvoir de Jean-Bertrand Aristide et consorts contre les journalistes et contre la démocratie en général. Pour résumer, c'est ça. Maintenant, le reste, il faut lire le livre. Exilé au crépuscule. Exactement. Mais arrivé en France, c'était comment au fait? Parce que je sais que c'était pas facile dans les premiers instants, Robert. C'est très très simple. Moi, je débarque dans un pays que je ne connais absolument pas et dans lequel j'étais passé 1 an plus tôt et j'avais juré de plus jamais y remettre les pieds. Mais comme vous le savez, il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai plus de ton eau. Et je me retrouve dans un pays qui n'était
qui n'était pas prêt à m'accueillir, mais qu'il a finalement fait. Et je débarque en France le matin de décembre 2001. Nous sommes en hiver, je ne connais personne, j'ai une femme enceinte de 6 mois. Enfin bon, c'était des conditions absolument épouvantables. Et puis aussi, surtout, moi contrairement à beaucoup de compatriotes qui ne rêvaient et qui ne rêvent encore aujourd'hui que d'une chose, à savoir partir, c'est pas que j'avais pris la décision de ne pas quitter le pays, mais en tous les cas, moi, chaque fois que je partais, je rentrais. Donc, en tant que journaliste, je voyageais un peu partout. Et à chaque fois, je rentrais chez moi. Et sauf que là, je me suis retrouvé à faire un voyage que je n'avais pas prévu, que je n'avais pas planifié, que je n'avais pas choisi et qui m'était imposé. Donc, j'arrive à Paris. Déjà, premier réflexe, c'est essayer de retourner dans le premier avion dans l'autre sens, sauf que ce n'était pas possible. Et puis, il y avait des histoires d'intendance immédiates à résoudre. Où est-ce qu'on dort, etc., etc. Mais normalement, tu as été accueilli par... J'ai été accueilli par Reporters sans frontières et une association, une structure de défense des droits des journalistes mondialement connue par ailleurs, à l'époque dirigée par un certain Robert Ménard, qui est plus tard a vrillé, mais à l'époque c'était un ardent défenseur de la liberté de la presse. Et RSF m'a accueilli avec une autre structure en France qui s'appelle Groupe Accueil et Solidarité, donc ils nous ont trouvé un hébergement et ma fille est née là-bas et puis une nouvelle vie a commencé. C'est ça. Après avoir vécu toutes ces choses en Haïti par rapport au fait que tu étais dans la presse indépendante, qu'est-ce qui t'a poussé maintenant à continuer cette carrière en France? Parce que déjà, je ne sais pas faire autre chose. Non, mais parallèlement, tu avais un diplôme de droit. Bien sûr, je suis linguiste de formation et juriste de formation. Mais il se trouve que j'ai fini par développer une certaine passion pour ce travail-là, pour ce métier-là. Parce que c'est quand même un privilège qu'on a de s'adresser à des gens qui vous écoutent et qui vous font confiance. Et moi, quand j'ai commencé dans la presse, Internet n'en était qu'à ses débuts. Quand on lançait une page Yahoo, elle mettait 25 ans à se télécharger. Tout ça. C'est vrai. On avait... bon, mais... Le fait d'être sur une antenne, que vous soyez écouté et pris au sérieux et que les gens se donnent rendez-vous, prennent rendez-vous. Alors, à l'époque, c'était pas le sommet, mais bon. Mais on n'était pas loin quand même, parce qu'à Vision 2000, on faisait quand même de très très bonnes audiences. Mais c'était une très belle équipe. Moi, dans le journal Infovision, je ne me connaissais moi qu'un seul concurrent du lundi au vendredi matin, c'était Jean-Dominique. Le reste, pour moi, ça n'existait pas. Radio Métropole faisait son affaire, Signal, n'importe, Caraïbes, mais le seul concurrent véritable que nous avions à Vision 2000 à ce moment précis de la journée, c'était Jean-Dominique. Et encore, qui lui avait son public et nous, le nôtre. Et donc, en résumé, pourquoi j'ai continué à faire ça, c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour rigoler, mais en vérité, je ne pense pas avoir une autre réponse. C'est que je ne sais pas faire autre chose. Je suis journaliste, je ne sais pas être autre chose, même si je suis attaché à beaucoup d'autres causes. Aujourd'hui, j'essaie de développer un nouveau métier, mais bon, ça, on en parlera. Et puis, au-delà de ça, je pense que notre métier de journaliste, même par les temps qui courent, n'aura jamais été autant nécessaire. Et donc, voilà, en résumé, c'est ça. Alors, est-ce que tu es satisfait de la pratique du métier en Haïti présentement? Parce que, comme tu as dit, à l'époque, Vision 2000, c'était des jeunes remplis de talent, bourrés de talent. Il y avait une passion d'informer, une passion de respecter les b.a.-ba de la déontologie du métier. Puis, présentement, Robert, dis-moi donc, donne-moi ton impression sur l'exercice du métier dans le pays, justement. Déjà, tu parles de jeunes, peut-être tu peux ajouter de jeunes professionnels. Oui, c'est ça, exact. Parce que je pense que c'est ce qui nous différencie fondamentalement de ce qu'il se passe aujourd'hui et sans refaire l'histoire, sans être un révisionniste. Moi, je ne suis pas un tenant du c'était mieux avant, je ne suis pas un nostalgique. Et en revanche, je crois aux règles.
Et il n'existe pas un journalisme haïtien ou un journalisme américain ou un journalisme français. Il existe un journalisme tout court, une profession, un métier qui est géré par des règles, et notamment la charte de Munich des droits et des devoirs des journalistes, qui est un peu notre Bible à tous, et qui s'impose à nous, et qui dit comment on est censé se comporter, quel est censé être notre... On a dit qu'on parlait que français, mais notre principe directeur, notre guideline, quoi. Qu'est-ce qui, au bout du bout, nous avons en ligne de mire et contre lequel nous ne pouvons pas aller. Et en somme, parce que là, vous ouvrez un chapitre, pour moi, ça sera assez difficile parce que c'est un métier que je porte au cœur. Et pourquoi on fait ce métier? On décide de raconter des choses qui ne nous regardent pas. On décide de se mêler de choses qui ne nous regardent pas. Et quand on fait une interview, comme a dit Déa tout à l'heure, on décide de poser des questions que le public aurait posées s'il avait été à notre place. C'est ça le but. Et quand on fait une interview, on fait la différence très nette entre notre métier d'intervieweur et un autre métier qui serait de juge d'instruction ou de contempteur. Je suis intervieweur, je ne suis pas magistrat. Et je suis censé, au travers de tous les genres journalistiques que j'explore, que ce soit le reportage, la chronique, le billet, la satire, le writing, la brève, tout ce que tu veux, je suis censé répondre à ces questions. Qui a fait quoi, quand, où, comment, pourquoi. Je peux peut-être ne pas avoir toutes les réponses, mais l'objectif, c'est d'avoir le maximum de réponses. Et quand j'explore un genre comme la chronique ou l'éditorial, je suis quand même tenu à un certain nombre de règles. Et la première de ces règles, je pense, c'est l'honnêteté. Je peux ne pas être objectif, je peux ne pas être neutre, parce que l'information, c'est une matière humaine, extrêmement difficile, extrêmement inflammable. De toute façon, vous connaissez le principe, je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Donc, quand moi, journaliste, je vais couvrir un événement, forcément, l'événement me touche. La question, c'est comment je restitue l'événement de telle sorte qu'au bout du bout, la personne qui reçoit l'information que je ramène, quelle que soit la forme que j'explore, que la personne ait les réponses aux questions qu'elle se pose. Questions de base, et qu'au final, on ait un rendu qui soit peut-être pas neutre, qui soit peut-être pas objectif, mais qui ne soit pas malhonnête. Je pense que ça, c'est la ligne de démarcation fondamentale entre un journaliste qui se respecte et quelqu'un d'autre. Alors, moi, aujourd'hui, je parle d'influenceurs, mais on va pas entrer dans les polémiques. Mais les influenceurs ou bien les gens qui ne sont pas nécessairement professionnels pourraient être qualifiés de presse indépendante. Alors, et bien entendu, de toute façon, il n'y a pas de label stricto sensu de presse en tant que tel. Alors, je mets ça entre mille guillemets parce que dans des sociétés où la profession est plus ou moins normée, il y a une carte d'identité des journalistes, comme en France par exemple. Nous en Haïti, c'est chacun qui délivre sa carte de presse, donc n'importe quel média délivre n'importe quelle carte du coup, et n'importe quel individu fait sa propre carte. Cela ne veut pas dire, attention, que l'exercice de la presse devrait être réservé uniquement aux journalistes. Bien au contraire. Cependant, je pense que quand on s'adresse à des gens dans le cadre d'une plateforme, qu'elle soit libre ou normée, on a une responsabilité envers le public. Et cette responsabilité signifie qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas alléguer n'importe quoi. Et du coup, quand on en arrive à ce point précis de la chose, elle se complique parce que tu vas dire n'importe quoi. Du coup, tu es obligé de dire des choses qui sont vérifiées, qui sont documentées, qui sont étayées. Et là, ça se complique. Et c'est là que peut-être le journaliste qui a vérifié, qui a recoupé, fait la différence d'avec l'autre. Et je pense que les deux ont leur place. Je ne dis pas le contraire. Ça serait même complémentaire. Mais je prends un exemple simple de l'accès aux sources, par exemple. La notion de source, pour nous, journalistes, c'est une notion sacrée.
moi, je ne produis pas d'informations en autogestion. Quel que soit ce que je rapporte, je le rapporte du point de vue d'une source ou de plusieurs sources. Donc, il n'y a pas matière à discussion. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas matière à discussion, c'est juste que je dis les nouvelles, je raconte les nouvelles, mais je ne produis pas les nouvelles, je ne suis pas à l'origine des nouvelles. Tu as été collecté ça quelque part. Non seulement j'ai collecté, ensuite j'ai recoupé, ensuite j'ai vérifié, donc cela s'appelle le traitement, j'ai traité. Oui, traitement. Après, j'ai délivré. Maintenant, évidemment, ce n'est pas un produit complètement sain, on n'est pas à l'abri d'une erreur, on n'est pas à l'abri d'une faute, mais la différence peut être fondamentale entre le journaliste et l'autre. Et c'est que moi, si je commets une erreur, si je commets une faute, la charte de Munich des droits et des devoirs des journalistes m'oblige à réparer la faute et à rendre compte auprès de l'auditeur, de l'auditrice, du lecteur, n'importe. Et même parfois, si l'erreur a été commise ou la faute a été commise en première page, en une, je suis obligé de rectifier l'erreur en première page. C'est ça. Alors, je rappelle à tous qu'on est avec Robert Philomé, journaliste à France 24, présentateur bien sûr. Il est avec nous en studio. Je rappelle, il est à Québec. Et il est à Québec sur l'initiative de Rendez-vous au sommet. Il a publié un roman parce que parallèlement à son métier de journaliste, il est également romancier. Il a publié un premier roman. Alors, on va parler du roman Robert Philomé. Je rappelle que si je peux un peu dire quelque chose, le narrateur, il s'appelle Gabriel. C'est un architecte haïtien exilé à Paris, marié à une femme. Il tombe fou amoureux d'une autre femme. C'est comme une histoire d'infidélité, mais un peu aussi une histoire de polyamour. C'est que Déa adore. C'est un sujet que, oui. Exactement. Très donc, maintenant, parle-nous un peu, Robert. Comment est née l'idée d'écrire ce roman? Bon, ça, c'est la question à $100,000 canadiens. Et c'est une histoire que je portais et comme toute histoire, à un moment donné, il n'y a pas eu d'autre issue. Il a fallu que ça sorte. Maintenant, la question, c'est comment ça sort, sous quelle forme. Il m'a semblé que le roman est un genre qui s'y prête très, très bien parce qu'on a la possibilité, en tant que romancier, donc créateur et donc un peu artiste, de pouvoir faire dire aux choses ce qu'elles ne disent pas, de faire dire aux gens ce qu'ils ne disent pas, contrairement au journalisme. Ok, il y a une liberté dans le contrairement au journalisme, là, on a une liberté absolue de distordre les faits, de mentir honteusement, d'être lâche, d'être veule, d'être vulgaire, de tout ce qu'on veut, de toute façon. D'être humain. D'être humain, voilà. Oui. Ouais. Voilà. Et donc, ce texte-là, je le portais et le roman m'a semblé être le genre pour pouvoir le restituer. Et à partir de ce moment-là, ça a mariné. Et puis, j'ai mis un temps à l'écrire parce que j'avais pas d'urgence et j'avais pas d'éditeur, j'avais pas d'avaloir et tout ça. Et puis, finalement, il est sorti. Et depuis sa sortie, il a eu un très, très bon accueil. J'en suis assez content. Et merci de le faire venir ici au Canada. Et donc, c'est ça. C'est un projet d'abord personnel qui est devenu un projet culturel et artistique. Et enfin, j'ai peut-être la prétention de le penser comme ça. Et puis, ça continue son chemin. Alors, il faut dire aussi, Robert, le roman a presque fait le tour du monde. Disons, 3 continents déjà. Vous avez été dans plusieurs capitales en Afrique, Conakry, Bamako, Yaoundé, Douala, Conakry à plusieurs reprises. Vous avez même été en Afrique du Sud, aux États-Unis. Et puis, il n'y a pas longtemps, vous étiez aux Antilles, à la Martinique. Et puis, en octobre, selon ce que vous m'avez dit, vous serez au Maroc pour participer à un festival. Donc, venir au Canada... est-ce que ça vous procure une certaine fierté? Parce que je dirais c'est la première fois que vous allez signer ça ici à Québec. Ben oui, évidemment, sans conteste. Et, obligé de le dire. Merci à Rendez-vous au sommet. Et moi, je suis vraiment content, comme je l'ai dit au tout début de ce programme. Et je suis ravi d'être là, ravi, ému, touché également. Et
merci encore pour l'accueil. Ça me rappelle un peu la responsabilité qui est la mienne ou la nôtre en tant qu'auteur, journaliste autant en ce qui me concerne. Parce que le public vous fait l'amitié, le plaisir de venir vous voir, de venir vous entendre et d'entrer dans un univers, dans un monde que vous avez créé. Et ce qui me plaît jusqu'ici dans les échos que j'ai du livre, c'est qu'il y a des gens auxquels le texte ou des personnages ont parlé personnellement. Et ça, pour moi, c'est assez touchant parce que dans la production du texte, moi, je suis devant mon ordinateur, je suis dans mon monde, je suis dans mon délire absolu et je ne me dis pas que ça va toucher un tel ou etc. Sauf qu'à l'arrivée, ça a touché un tel et bien touché un tel. Donc je suis vraiment content. Et puis je ne demande qu'une chose, c'est que ça dure. Et puis, parallèlement au livre qui tourne, j'ai d'autres projets dont on en parlera peut-être tout à l'heure, qui sont sur le feu et puis voilà. Donc, je suis content. Merci. Avant ma question, je vais retourner sur ce que tu dis. Je suis moi aussi très contente que tu sois là parce que c'est comme si je vois un lien qui se tisse entre plusieurs continents et plusieurs personnes qui sont toutes sorties d'Haïti. Mais tu as atterri en France, tu as été en Afrique, on vient d'Afrique, tu es venu... Je trouve ça beau. Il y a quelque chose que je trouve vraiment beau là-dedans et je suis contente que tu sois là. Merci. Et là, ma question, c'est... Le nom de ton livre, c'est Vagabondage éphémère. Et je sais que, bon, en Haïti, quand on parle de vagabond, on parle de quelqu'un qui a plusieurs femmes, etc. Et il y a aussi le sujet de polyamour dans le livre. Est-ce qu'il y a un lien entre quoi entre le vagabondage, comme un vagabond, un peu comme un Haïtien. Oh, t'es un vagabond. Et puis, il aime plusieurs femmes en même temps. Miam, miam. Bon, et comment dire, déjà, je pense que c'est le lecteur, la lectrice qui fera le lien, mais il est un fait que Gabriel, tel que je l'ai conçu, c'est un personnage qui est un peu hors norme, hein, qui est un peu extraordinaire. Et c'est un gars ordinaire, extraordinaire, auquel il arrive des choses qui arrivent peut-être à tout le monde, mais qu'il porte lui peut-être un petit peu plus personnellement. Et c'est un personnage qui est assez torturé, assez tourmenté, qui est drogué, qui est alcoolique comme pas possible, qui est incapable de rester au même endroit et d'avoir finalement une vie stable au sens classique du terme. Mais à un moment donné, il va lui arriver un truc inattendu, on va lui voler quelque chose et ce quelque chose-là, il se mettra en tête de pouvoir le récupérer et du coup à se remettre un peu dans le droit chemin pendant un certain temps, etc. etc. Et quel lien avec le vagabond haïtien au sens créole du terme? En vérité, je ne me suis pas posé la question. Vagabond, il reste vagabond, hein, haïtien ou français ou africain, n'importe. C'est quelqu'un en tout cas qui vit en dehors des clous, du moins c'est comme ça qu'il se pense. Et puis voilà. Maintenant, quant aux femmes dans le livre, il est vrai que c'est un personnage qui est entouré de femmes. C'est un livre de femmes en quelque sorte, parce que Gabriel ne serait pas ce qu'il est sans les femmes autour. Maintenant, ça dépend lesquelles, entre Meredith, Consuelo, Maricia, enfin bon. Meredith, c'est qui? Ok. Voilà. Et donc, mais en vérité, il est porté par des femmes, essentiellement par des femmes, et parce que ce sont elles qui l'ont construit en quelque sorte. Maintenant, quel rôle joue chacune et chacun, c'est aux gens qui liront le livre de le découvrir. Alors, Robert, je sais qu'il y a d'autres projets en cours. Vous avez dit que vous avez d'autres projets sous le feu, comme la production, l'écriture de votre prochain deuxième roman. Mais ce sera une histoire plus ou moins similaire à ce qui est... Non. Et on m'a posé la question, est-ce que Vagabondage éphémère aura une suite? Non, c'est pas prévu. Après, je
je ne sais pas si vous vous rendez compte parfois en lisant certains auteurs. On a des auteurs qui, même en ayant publié une dizaine, une quinzaine de titres ou une trentaine de titres, écrivent toujours finalement le même livre. Parce que c'est toujours la même trame, parce que c'est toujours la même histoire, enfin la même histoire, pas au sens ridicule du terme, mais parce qu'il y a quelque chose qui est cher à cet auteur et qui transparaît partout dans son travail. Quelqu'un comme Daniela Ferrière, par exemple, la petite connaissance que j'ai de son travail, c'est quelqu'un chez qui on va toujours retrouver Haïti, on va toujours retrouver le voyage, on va retrouver l'exil, on va retrouver les femmes. Et ça, qu'il s'agisse de l'écrivain japonais, et l'énigme du retour, on fait un aigle, comment faire l'amour à un aigle sans se fatiguer, etc. Bon. Et pour l'instant, je suis un écrivain haïtien. Et, enfin, je suis un apprenti écrivain haïtien. Et une partie de l'histoire que je publie dans Vagabondage éphémère se déroule en Haïti, mais aussi une partie qui se déroule en Afrique de l'Ouest, dans un pays d'Afrique de l'Ouest, je ne dirais pas lequel, pour le coup, pour ne pas divulgacher, comme vous dites, comme vous dites ici. Et, mais je pourrais, par exemple, envisager de mettre en danger demain et d'écrire une histoire danoise, quelque chose qui se passerait, je ne sais pas, au Groenland, ou même une histoire, je ne sais pas, slovaque ou croate, allez savoir. Bon, ce ne sont pas les histoires qui manquent. Nous sommes 8 milliards sur Terre et il y a 8 milliards d'histoires, plus. Et, mais le prochain texte sur lequel je travaille raconte une partie de l'histoire haïtienne dans la grande histoire du monde. Et au lendemain des indépendances africaines, des cadres haïtiens sont partis former les premières têtes africaines. Et donc nous avons, en tant qu'Haïtiens, formé les premières élites africaines. En partie, il y avait d'autres évidemment, mais on retient beaucoup le passage des Haïtiens. Et c'est une très très belle aventure. Et les Africains qui sont au Cameroun, au Bénin, au Sénégal, au Congo, et nous en sont assez reconnaissants. Et il m'a semblé que cette histoire-là devait être de nouveau racontée, parce qu'elle a déjà été dans un livre notamment qui s'appelle Les Haïtiens au Congo, d'un professeur qui s'appelle Camille Couillou, c'est publié chez l'Harmattan. Et il y a d'autres récits, mais jusqu'à présent, personne n'avait exploré sous l'angle du roman. Donc là, je me replonge dans un terrain qui m'est cher aujourd'hui, le terreau haïtiano-africain. Voilà, donc c'est ça. Oui. Et puis après, ces gens qui sont partis, ils croiseront les Savoies, des Yougoslaves, des Cubains, des Roumains, et tout ça. C'est ça. Mais il faut dire aussi, il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont participé à former des gens ici au Québec aussi. Que ça soit aussi le système de santé, le système... Et peut-être que les personnages que j'ai là, qui sont en cours d'élaboration, peut-être qu'ils feront passage sur le pont Jacques-Cartier. Exactement. Mais on sait aussi, en octobre, vous serez au Maroc pour participer à un festival et vous avez participé à la production d'un recueil de textes de 40 auteurs, 40 écrivains et écrivaines. Et dans ce recueil, il y a des textes de poésie, il y a des nouvelles. Et moi, pour l'occasion, je publie une nouvelle inédite qui s'appelle L'Antre des Anges et qui est publiée dans ce recueil du festival Littérature Itinérante. C'est ça. Alors, on est censé arriver à la fin. Ça a été un plaisir, Robert, de vous accueillir à notre émission. Je remarque que soudainement, tu me dis vous, hein, alors là. Désolé, Robert. Désolé. Ça a été un plaisir de t'accueillir à notre émission. Donc voilà, c'est Robert Philomé, comme je l'ai dit, je rappelle, c'est un ancien journaliste à Radio Vision 2000. Il a fait un passage à à RFI et présentement il est présentateur à France 24. Donc ça a été un plaisir, Déa. Ça a été un plaisir, Jackson, et de Robert, partager. un plaisir. Exact. Donc merci Robert, un dernier mot, ça doit être quoi, en fait?
Merci à Rendez-vous au sommet, et merci à l'ambassade d'Haïti, merci à Comme c'est nous, merci à tous ceux qui sont mobilisés pour que ça soit possible, à toi Jackson en particulier, parce que c'est quand même Jackson qui m'a envoyé. Oui. Disons Rendez-vous au sommet, parce que c'est pas Jackson qui agit en tant que Jackson, mais c'est cache-toi derrière ton petit doigt. Non, mais attends, il faut le dire. C'est vrai que je viens avec l'idée, mais l'idée a été accueillie par Brice Lee, Charline, Déa, que nous saluons Fabiola, au passage. Exactement, Marina, tout le monde, on est là, bon, bien aimé, qui n'est pas là, mais c'est comme, c'est l'équipe, au fait. C'est pas, Donc, c'est pas un les seul gens. mot, merci. C'est ça. Merci. Donc voilà, c'est la fin. Merci à Brice Lee, qui évidemment est le l'homme poumon derrière la de la caméra. technique, justement. Merci encore une fois, et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de votre émission Rendez-vous au sommet. À la prochaine.